Le monde du Moyen Âge et de la Renaissance est généralement considéré comme compact, compréhensible et bien étudié. Mais ce n'est qu'une illusion créée par les manuels d'histoire moderne. On nous dit que les frontières des États marquaient les limites du monde habité, et que tout ce qui se trouvait au-delà, les terres et les mers inconnues, n'était que le fruit de l'imagination, rempli de peurs bibliques et de superstitions. La science officielle tente avec persistance de nous convaincre que l'abondance de créatures monstrueuses sur les cartes anciennes s'explique par le principe primitif de l'aurore vacui, la peur du vide. Soi-disant, les cartographes, ignorant ce qui se trouvait à un certain point de la planète, remplissaient simplement les zones blanches avec des images de bêtes fantastiques avec une seule motivation. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais je vais dessiner quelque chose d'effrayant pour faire joli. Cependant, une telle approche semble non seulement naïve, mais aussi une simplification délibérée de la réalité du passé. Si nous rejetons le scepticisme et regardons ces documents comme des rapports et non comme des œuvres artistiques, une image complètement différente s'ouvre devant nous. Les cartes anciennes n'étaient pas simplement un divertissement ou une décoration de bureau, mais des instruments de navigation extrêmement complexes, de la précision desquels dépendait la vie d'expéditions entières. Les gens vivant à ces époques, à de rares exceptions près, n'avaient pas la possibilité de voyager, et les cartes devenaient pour eux la seule source d'informations fiables, une sorte de portail vers ces régions du globe où une personne ordinaire ne se rendrait jamais. Et ici surgit la question principale que les historiens évitent soigneusement. Si les anciens maîtres représentaient avec une précision frappante, parfois inexplicable pour leur niveau technologique, les côtes des continents, les lits des rivières et les chaînes de montagnes, pourquoi les considérons-nous comme des fous lorsqu'il s'agit de la faune ? Il est illogique de supposer qu'un homme capable de tracer la ligne côtière complexe de la Norvège ou de l'Islande dessinerait juste à côté, pour s'amuser, un monstre inventé. Dans un monde plein de dangers, où chaque sortie en haute mer pouvait être la dernière, une telle désinformation aurait été criminelle. Il est beaucoup plus probable que les monstres marins et les créatures féeriques étaient une partie tout à fait habituelle et organique du paysage naturel et culturel de cette époque. Ils étaient apposés sur le parchemin non pas comme un décor, mais comme un avertissement strict. Ici vit une espèce capable de détruire un navire. Ces images servaient de marqueurs pour les zones à haut risque biologique. Peut-être que ces territoires que nous avons l'habitude d'appeler terres inconnues n'étaient pas du tout inconnus, mais interdits. Ils n'étaient pas gardés par des dragons mythiques, mais par des formes de vie tout à fait réelles qui dominaient l'océan et les territoires inexplorés. Des créatures géantes capables d'entraîner un navire par le fond. Et des sirènes perfides, ce n'est pas du folklore, mais la biologie oubliée de la planète, où l'homme n'était pas encore au sommet de la chaîne alimentaire et était forcé de survivre entouré d'une faune hostile et puissante. Les cartes du passé ne sont pas des livres d'aventure, mais des instructions de survie dans un monde que nous avons perdu ou délibérément oublié. En plongeant plus profondément dans la logique des créateurs des cartes anciennes, nous nous heurtons à un concept qui peut sembler naïf à l'homme moderne, mais qui, dans le contexte d'une vision alternative de l'histoire, prend un sens effrayant. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, il existait une croyance tenace confinant à une loi scientifique de l'époque. Chaque animal terrestre a son prototype direct dans les abysses marins. C'est ce qu'on appelle le principe du miroir, selon lequel l'océan est un reflet de la Terre, mais un reflet déformé, plus ancien et plus dangereux. C'est pourquoi, dans les marges des documents de navigation, nous voyons des créatures légendées, comme ours de mer, cochons de mer, éléphants de mer ou vaches de mer. La science officielle interprète cela comme une pauvreté d'imagination des artistes, qui ajoutaient simplement des queues de poissons à des bêtes familières. Mais une telle vision ignore la possibilité de l'existence d'une biosphère complètement différente et parallèle. Si nous considérons l'océan comme un réservoir gigantesque où la vie est apparue et s'est développée selon ses propres lois, différentes de celles de la Terre, alors la présence de telles créatures cesse d'être de la science-fiction. Cela pourrait indiquer que, dans le passé, l'environnement génétique de la planète était beaucoup plus plastique et diversifié. L'élément aquatique, cachant dans ses profondeurs des espaces colossaux,
pouvaient servir de sorte de laboratoire ou de refuge pour des espèces que nous avons l'habitude de considérer comme des impasses évolutives. Ce que les cartographes représentaient comme des hybrides pouvaient en réalité être des vestiges d'une faune antédiluvienne, où l'évolution suivait des voies parallèles, créant des formes de vie amphibies adaptées à des conditions extrêmes de pression et de température. Ces doubles marins n'étaient pas des chimères mythiques, mais constituaient des espèces biologiques indépendantes, occupant leur niche dans l'écosystème global. Dans ce contexte, les créatures monstrueuses qui terrifiaient les marins ne ressemblent pas à des allégories, mais à des faits documentés de rencontres avec un environnement extérieur agressif. Des poulpes géants, capables selon les légendes d'entraîner par le fond un navire entier avec son équipage, ou des sirènes séduisantes dont la nature était probablement basée sur un mimétisme biologique complexe pour attirer des proies, faisaient partie de la réalité quotidienne. L'océan à cette époque n'était pas perçu comme une artère de transport, mais comme un cosmos hostile, peuplé d'espèces concurrentes dont beaucoup surpassaient l'homme en force et en adaptabilité. L'imagination des cartographes n'était limitée par personne, mais peut-être n'avaient-ils rien à inventer. Ils ne faisaient que fixer la diversité des formes de vie qui existaient encore à ces siècles avant le début des changements climatiques ou technogéniques globaux, qui ont conduit à l'extinction massive ou au retrait de ces créatures vers des profondeurs inaccessibles. Les cochons de mer et autres chimères sont des preuves que la biosphère de la Terre était double, et que sa partie aquatique vivait selon des règles que nous, habitants de la terre ferme, avons oubliées depuis longtemps ou perdu la capacité de comprendre, ne laissant de la zoologie réelle que des contes et des superstitions. Parmi la multitude de documents qui nous sont parvenus du fond des âges, l'un d'eux se distingue par son effrayante précision et sa densité d'informations. La Carta Marina, créée par l'homme d'église et diplomate suédois Olaus Magnus, est souvent perçue par les historiens d'art moderne comme un chef-d'œuvre de gravure, grouillant de bêtes marines inventées. Cependant, si l'on change d'optique et que l'on regarde ce document avec les yeux d'un stratège militaire ou d'un explorateur de territoires interdits, la valeur esthétique passe au second plan, cédant la place à une sombre praticité. Nous n'avons pas devant nous une toile fantaisiste, mais un rapport secret, un catalogue détaillé des menaces biologiques qui guettait tout navire risquant de franchir les frontières du monde autorisé. En étudiant la partie terrestre de la carte, nous ne trouvons rien qui éveillerait de soupçons sur la santé mentale de l'auteur. Des chevaliers à cheval, des sangliers sauvages, des ours dans les forêts, tout est représenté de manière authentique et banale. Mais dès que l'attention se porte sur la partie maritime occidentale, le tableau change radicalement. L'océan bouillonne littéralement de formes de vie que la science moderne refuse de reconnaître. Il est important de noter que Magnus ne dessinait pas simplement des images effrayantes. Dans la légende de la carte, il fournissait des descriptions qui sonnent davantage comme des caractéristiques techniques que comme des contes. Il indiquait la taille, les habitudes et les méthodes de chasse de ces créatures. Cela suggère que l'auteur possédait des données concrètes, obtenues probablement lors d'interrogatoires de marins survivants ou d'archives fermées, auxquelles seul le haut clergé avait accès. L'une des entités les plus sinistres et en même temps scientifiquement intrigantes décrites par Magnus est une créature colossale, ressemblant à une baleine dont la peau imitait parfaitement par sa texture et sa couleur le sable côtier et le sol rocheux. Cette image renvoie au récit persistant de marins ayant pris un monstre endormi pour une île. Dans le paradigme de l'histoire alternative, ce récit cesse d'être une fable de marins et se transforme en une description d'un mimétisme biologique hautement développé. Nous avons affaire à un prédateur de proportions si gargantuesques qu'au cours de l'évolution, il a développé un mécanisme de camouflage lui permettant de dériver à la surface, imitant un morceau de terre ferme pour attirer les oiseaux ou, dans ce cas précis, les humains. Le scénario immortalisé sur la carte glace le sang par son réalisme. L'équipage, épuisé par une longue navigation, voit une terre, amarre le navire au dos rugueux de la créature, ressemblant à un rocher, et débarque pour se reposer. Les hommes allument un feu pour préparer à manger, pensant être en sécurité. Mais l'île réagit. Sentant la brûlure thermique, l'organisme titanesque plonge instinctivement dans les profondeurs, créant un tourbillon
qui entraîne le navire et l'équipe hurlante dans l'abîme. Magnus ne décrit pas cela comme une fable instructive sur l'imprudence, mais comme un mécanisme documenté d'interaction entre les espèces. Les marins ne mouraient pas à cause de la magie, mais parce qu'ils confondaient un super-organisme vivant avec un objet géologique. Cela indique que dans les océans du passé, il existait des formes de vie si massives que la frontière entre la biologie et la géographie s'effaçait pour l'observateur. C'était un monde où une erreur d'identification du paysage coûtait la vie, et la Carta Marina servait de seule instruction pour distinguer un havre salvateur du dos d'un léviathan assoupi. La prise de conscience du fait que l'océan du passé, grouillé de prédateurs capables d'avaler un petit navire tout entier, nous pose inévitablement la question des méthodes de survie. Si les monstres n'étaient pas un mythe, mais une dure réalité biologique, alors les voyages maritimes devaient être un acte suicidaire, à moins que l'homme ne possède des technologies de défense. L'étude de la Carta Marina nous donne la clé pour comprendre cette tactique oubliée. Un peu au sud de l'Islande, une scène est immortalisée sur la carte, que les historiens modernes qualifient souvent de comique ou de folklorique. Un marin sur le pont souffle dans une longue trompette, la dirigeant vers un serpent de mer, tandis que d'autres membres d'équipage jettent par-dessus bord des barils vides. La science officielle ne voit là qu'une tentative naïve d'effrayer la bête avec un son fort ou de la payer avec une cargaison. Cependant, dans le contexte de l'histoire alternative, se déploie devant nous un tableau de l'utilisation d'armes acoustiques et de manœuvres tactiques. Le milieu aquatique est un conducteur idéal du son, et la plupart des créatures des grands fonds s'orientent dans l'espace par écholocation ou possèdent des organes auditifs hypersensibles. Ce qui est représenté comme une trompette ordinaire pourrait bien être un dispositif spécialisé générant des ondes sonores d'une fréquence spécifique. Ce n'est pas de la musique, c'est une attaque acoustique. Les marins du passé, de manière empirique ou possédant des connaissances de civilisations précédentes, connaissaient les principes de la résonance. Une frappe sonore dirigée pouvait provoquer chez les reptiles géants une désorientation, une douleur aiguë ou une défaillance des systèmes de navigation, les forçant à battre en retraite. Nous ne voyons pas un orchestre sur le pont, mais le travail d'un opérateur de canon sonique essayant de briser l'attaque d'un agresseur de 60 mètres. Les actions du reste de l'équipe sont également dépourvues de chaos et obéissent à une stricte logique de survie. Le largage de barils, c'est la création de fausses cibles. Dans un monde où les prédateurs réagissent aux vibrations et aux mouvements, une multitude d'objets flottants créant du bruit en frappant l'eau servait de manœuvre de diversion, les leurres thermiques de leur époque. Cela permettait de gagner de précieuses minutes pendant que le monstre détournait son attention vers les récipients vides, les prenant pour des proies. La nécessité de telles mesures est confirmée par la description du monstre spécifique contre lequel ces moyens étaient utilisés. Olaus Magnus fournit des données effroyablement précises sur une créature qui vivait au large de la ville norvégienne de Bergen. Ce n'était pas un dragon abstrait, mais une espèce biologique concrète. Un serpent d'environ 60 mètres de long et 6 mètres d'épaisseur. Il vivait dans des grottes et des fissures sous-marines profondes, sortant chasser à certaines saisons. La description inclut des détails tels qu'une crinière sur le cou et des yeux brillants, ce qui peut être interprété comme la présence de bioluminescence, une propriété caractéristique des habitants des grands fonds. Le fait que le cartographe indique une localisation et des dimensions précises suggère que les rencontres avec ce serpent de Bergen étaient régulières et documentées. L'homme, à cette époque, n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire dans l'océan. Il était contraint de mener une guerre de guérilla, utilisant des connaissances de physique et de biologie simplement pour aller d'un point A à un point B sans devenir le déjeuner de Léviathan dont les tailles semblent aujourd'hui impossibles. Si nous continuons à tourner les pages de ce sombre atlas, nous découvrirons que l'océan était peuplé non seulement de prédateurs, mais de créatures dont l'existence même défie la physique et la biologie moderne. Le degré d'étrangeté atteint ici ses limites, nous forçant à douter de ce que nous savons réellement du chemin évolutif de notre planète. L'un des personnages les plus monumentaux et effrayants de la carte est le Léviathan. Bien que ce nom nous renvoie au texte de l'Ancien Testament, Olaus Magnus ne le représente pas comme un mal métaphysique, mais comme une espèce biologique concrète. Sur la carte,
seule la tête de ce géant est visible, s'élevant de l'eau comme un rocher. Mais le texte d'accompagnement rapporte impassiblement: la longueur du corps de ce monstre est d'environ 100 mètres. Pour la science académique moderne, un tel chiffre sonne comme une absurdité. Les biologistes déclareront d'une seule voix qu'une créature de telle dimension ne pourrait pas se nourrir, ou serait écrasée par son propre poids. Cependant, dans le paradigme de l'histoire alternative, ce témoignage devient une preuve clé que les conditions sur Terre dans le passé étaient fondamentalement différentes. Peut-être que la gravité était plus faible, la densité de l'eau plus élevée, et la base alimentaire de l'océan des centaines de fois plus riche, ce qui permettait à de tels titans d'exister. Le Léviathan n'est pas une erreur de la nature, mais le sommet de la chaîne alimentaire d'un monde de géants que nous avons perdu. Une autre créature fixée par le cartographe semble tout aussi choquante. Il s'agit du soi-disant cochon de mer ou sanglier de mer. Cette créature a l'air si grotesque qu'on a involontairement envie de la mettre sur le compte de l'imagination maladive de l'artiste. Un corps de poisson, une tête de bête prédatrice, de multiples yeux situés sur tout le corps. Mais le scepticisme se brise sur un détail: la datation exacte. La notation indique que ce monstre a été observé en mer du Nord en 1537. La présence d'une année précise transforme le dessin d'une illustration mythique en une chronique d'incident. C'est un enregistrement de contact. 1537, c'est une époque où les gens savaient déjà distinguer une baleine d'un phoque. Par conséquent, nous avons devant nous un fait documenté d'observation d'un mutant ou d'une chimère, peut-être engendré par des processus génétiques de cette époque qui nous sont inconnus. Mais le plus dangereux du point de vue de la navigation était sans doute le Ziphius, un monstre avec une tête de hibou et un corps de poisson, armé d'une énorme nageoire dorsale tranchante rappelant une corne de rhinocéros. À première vue, un hibou nageur semble être une absurdité, mais la description de sa tactique d'attaque glace le sang. Cette créature agissait comme une torpille vivante et intelligente. Le Ziphius se spécialisait dans la destruction de navires. Il nageait sous le fond du navire et, avec sa nageoire tranchante, éventrait le bordage en bois, créant une brèche. Après cela, le monstre ne s'éloignait pas simplement, mais attendait que le malheureux équipage se retrouve à l'eau. Ce comportement indique une agression ciblée contre les objets technogènes de l'homme. De telles créatures n'étaient pas simplement des animaux, mais une arme biologique de l'océan, nettoyant efficacement leur domaine de l'intrusion humaine. Et leur disparition est peut-être devenue la condition principale pour le début de l'ère des grandes découvertes géographiques. Lorsque nous nous demandons où ont disparu toutes ces formes de vie titanesques qui dominaient les océans du passé, la réponse la plus simple semble être une référence au changement climatique ou au cataclysme naturel. Cependant, l'histoire de l'humanité nous enseigne que l'outil d'extinction des espèces le plus terrible et le plus efficace n'est pas la nature, mais l'avidité humaine et l'opportunité économique. Si l'on regarde la Carta Marina non comme un recueil d'histoires effrayantes, mais comme un document économique, il devient évident que nous n'avons pas devant nous simplement des habitats de monstres, mais une carte de gisements de ressources biologiques précieuses. Ces créatures n'ont pas disparu parce que le climat a changé, mais parce qu'une chasse totale a été déclarée contre elles, comparable à la ruée vers l'or. Sur la carte, on peut remarquer d'étranges objets verts dérivant dans l'eau, que Magnus et d'autres cartographes légendaient comme de l'ambre gris. L'histoire officielle nous dit que l'ambre gris est une substance cireuse formée dans le tube digestif des cachalots, qui valait son pesant d'or et était utilisée en parfumerie pour fixer les odeurs, ainsi qu'en médecine comme panacée pour de nombreuses maladies. Mais réfléchissons. Toute une industrie de l'Europe médiévale s'est-elle vraiment construite sur des trouvailles accidentelles de morceaux rejetés par la mer sur le rivage? Cela semble extrêmement peu convaincant pour une civilisation développée. Dans le paradigme de l'histoire alternative, l'ambre gris et les substances similaires n'étaient pas des déchets accidentels, mais un organe vital ou une glande de créatures marines géantes, pour lesquelles des flottilles entières étaient équipées. Les cartes de cette époque indiquaient avec précision où vivaient exactement les sangliers de mer, les Ziphius et autres léviathans. Précisément parce que chacune de ces créatures représentait un entrepôt flottant de composés chimiques uniques.
De la graisse pour éclairer les villes, des os pour la construction et l'artisanat, des glandes pour la médecine et l'alchimie, le corps d'un monstre était un trophée inestimable. L'économie de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance dépendait peut-être de manière critique de l'extraction de ces bioressources. Les monstres n'étaient pas des ennemis au sens mystique, ils étaient des concurrents pour les ressources, ou étaient eux-mêmes une ressource qu'il fallait extraire de l'océan à tout prix. Un tel regard pragmatique et cynique change complètement la perception de l'histoire de la navigation. Les batailles héroïques avec les serpents de mer se transforment en actes d'abattage industriel. Nous voyons la carte non pas comme un avertissement, n'allez pas là-bas, c'est dangereux, mais comme une indication, naviguez là-bas, il y a de l'argent. L'exploitation intensive et prédatrice de la faune marine a conduit au fait qu'en quelques siècles, les populations de géants ont été complètement exterminées. L'homme, armé de harpons, d'armes acoustiques et de ruses, a méthodiquement nettoyé l'océan, détruisant une biosphère unique pour un profit immédiat. Ce que nous appelons aujourd'hui des mythes est l'écho de l'ère industrielle du passé, où l'ambre gris n'était pas récolté sur la plage, mais découpé dans les corps de géants abattus, dont les images ne sont restées que sur du parchemin jauni. L'océan n'est pas devenu vide et sûr de lui-même, nous l'avons rendu ainsi, transformant des monstres majestueux en parfums, bougies et médicaments. Le silence qui enveloppe aujourd'hui les étendues de l'océan mondial n'est pas un signe de calme naturel, c'est le silence d'un cimetière. Si l'on compare la densité de vie fixée sur la Carta Marina et d'autres documents de cette époque avec le désert biologique actuel, une question légitime se pose. Où ont disparu les dominants de la faune marine ? Où sont passés les serpents de 100 mètres, les léviathans blindés et les cochons de mer chimériques que des milliers de témoins observaient il y a seulement quelques siècles? La science officielle tente d'expliquer cela par l'évolution ou la création de mythes, mais les processus évolutifs ne fonctionnent pas à une telle vitesse. La disparition de la mégafaune en 300 ou 400 ans est impossible du point de vue de la sélection naturelle. Cela suggère que nous n'avons pas affaire à une extinction naturelle, mais à un processus artificiel, la grande purge de la planète. Dans les cercles de chercheurs en histoire alternative, l'hypothèse selon laquelle notre civilisation moderne se développe dans une sorte d'incubateur stérile se fait de plus en plus entendre. Le monde que nous voyons aujourd'hui a été soumis à une terraformation globale ou à une pacification forcée. Il est impossible de construire un réseau commercial mondial, de poser des câbles transocéaniques et de développer une navigation régulière si l'océan est contrôlé par des prédateurs capables de couper une frégate en deux. Probablement, l'extermination complète de ces créatures était une condition obligatoire pour le début de cette ère technocratique dans laquelle nous vivons maintenant. Qui exactement a mené ce nettoyage ? Les humains eux-mêmes, armés de technologies aujourd'hui perdues, ou une certaine force dirigeante extérieure préparant la planète au peuplement par un nouveau type de civilisation, reste l'énigme principale. Mais le résultat est évident. Les concurrents biologiques de l'humanité ont été retirés du plateau de jeu. Les cartes du Moyen-Âge et de la Renaissance, sous cet éclairage, cessent d'être des recueils de contes pour devenir les seules preuves matérielles survivantes de ce monde qui a été détruit. Ce sont des photos avant, immortalisant la Terre dans son état naturel, sauvage et incroyablement riche. Nous avons l'habitude de penser que nous vivons au sommet du progrès, mais le vide de nos mers laisse entendre le contraire. Nous habitons sur les ruines d'une biosphère grandiose, dont il ne reste que de misérables miettes. Nous sommes comme des enfants jouant dans un bac à sable duquel des parents attentionnés ont préalablement retiré toutes les pierres pointues et les insectes dangereux. Cette perspective force à regarder les parchemins anciens avec tremblement et nostalgie. Ils sont l'écho de la véritable histoire de la Terre, d'un monde où la frontière entre la magie et la biologie était effacée, et où l'homme n'était pas le maître de la nature, mais seulement l'un des invités survivants. Nous avons reçu la sécurité et le confort, mais nous avons payé pour cela par la stérilité de notre monde. Les monstres sont partis, nous laissant un horizon vide et des cartes qui chuchotent la vérité sur ce qu'était notre planète avant d'être nettoyée selon les normes de la civilisation moderne.